Bismillah. Il va nous falloir apporter le plus grand soin à l'élaboration de notre plan de campagne, dit le duc à sa pupille, tandis qu'il faisait route vers Paris. Notre plan de campagne demanda Félicia. Celui qui vous permettra de réussir une des plus délicates opérations de la vie, la métamorphose de la chrysalide en papillon. Félicia éclata de rire. Car d'après vous, je vais me transformer en papillon? Je l'espère bien, en un ravissant papillon, brillant et coloré. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Le duc la considéra un instant en silence avant de répondre. Peut-être devrais-je commencer, Félicia, par vous expliquer le rôle important que vous aurez à tenir dans le monde. Votre rang vous oblige à certains devoirs. Mon rang? Je ne comprends pas. Mes parents étaient peu connus. Ils ne sortaient pas beaucoup, murmura Félicia, l'air étonné. À moins que... C'est vrai que je suis une de vos lointaines cousines, mais... Vous êtes ma pupille, précisa le duc. Et comme si cela ne suffisait pas, vous êtes aussi depuis peu une jeune héritière à la tête d'une fortune considérable. En entendant ces mots, elle sursauta. Mais papa n'a pas pu me léguer beaucoup d'argent, dit-elle à mi-voix. Il passait son temps à se plaindre qu'il n'avait rien. À mon avis, votre père était un vieil avare qui cachait bien son jeu, répliqua le duc. De plus, il y a quelques années, il a hérité de son parrain une somme considérable qu'il a placée judicieusement, je dois en convenir, et qui vous revient en propre aujourd'hui, car vous êtes sa seule légataire. La seule? La seule, répéta le duc. Et ma belle-mère, son épouse. Après une énième dispute, votre père s'est séparé d'elle. Félicia laissa échapper un petit soupir. Elle a dû être très malheureuse. On dirait que cela vous attriste. Votre sort pourtant ne semblait guère la préoccuper. Elle ne s'est jamais interposée, par exemple, lorsque votre père vous maltraitait. Il n'était guère plus aimable avec elle, il ne la battait peut-être pas, mais la faisait pleurer souvent. Vous devriez essayer d'oublier tout cela. Félicia, dit doucement le duc, je sais que ce n'est pas facile, mais efforcez-vous de tourner la page, d'effacer ces douloureux souvenirs. L'avenir qui s'ouvre à vous est plein de soleil et de rire, un chemin de roses. J'exagère peut-être un peu, c'est sans doute trop demandé au destin. Félicia rit gaiement. Beaucoup trop. J'ai étudié l'histoire et me suis rendu compte que tous les hommes, quels qu'ils soient, à un moment ou à un autre de leur existence, doivent affronter des situations difficiles, tragiques, même parfois. Quant aux dieux grecs, ils ne sont heureux que lorsqu'ils sont en plein drame. Je suis rassuré de vous voir si philosophe. J'ai toujours pensé qu'il était important de savoir faire la part du feu. Félicia resta un instant silencieuse. Réfléchissant à ce que son interlocuteur venait de dire, puis elle déclara. Vous voulez dire que si quelqu'un a été déçu ou injustement blessé, il doit essayer d'oublier le tort qu'on lui a fait? Exactement. Et j'aimerais que vous mettiez pour vous-même ce précepte en application, et que vous chassiez de votre esprit tout ce qui vous a rendu malheureuse jusqu'ici, tout ce qui s'est passé avant que je ne vous envoie au couvent de Sainte-Thérèse. En tout cas, je n'oublierai jamais que vous m'avez sauvé, dit Félicia d'une voix douce. D'ailleurs, je vous ai canonisé. Vous êtes un saint pour moi. Le duc sursauta et se tourna vers elle. Un saint? Moi? Comment cela? Félicia sourit. La plupart des élèves et toutes les religieuses, sans exception, ont un ou plusieurs saints de prédilection qu'elles prient et invoquent en brûlant des cierges, quand elles souhaitent obtenir une faveur. Et bien sûr, grâce à ces pieux exercices, leurs prières sont exaucées, dit le duc avec une note de cynisme dans la voix. Sans tenir compte de son interruption, Félicia poursuivit. En arrivant au couvent, n'ayant pas de saint attitré, je me sentais exclu, perdu. Et puis j'ai pensé à vous. Vous étiez mon sauveur, vous êtes devenu mon Saint Georges. N'est-ce pas manquer du plus élémentaire respect que de comparer son père à un dragon? Objecta le duc d'un ton moqueur. Félicia ne se démenta pas. Au lieu de rentrer dans son jeu et de répondre par une pirouette, elle reprit le plus sérieusement du monde. Chacun de nous a son dragon, mais tout le monde n'a pas la chance, comme moi, de rencontrer le preux chevalier qui l'en débarrassera. Vous êtes arrivé à un moment où j'étais si malheureuse, si désespérée que je voulais mourir. Elle parlait avec feu et conviction, et on voyait bien que ce qu'elle disait venait du fond du cœur. Mais le duc freina son enthousiasme et ne voulait pas s'encombrer de cette émotion débordante. C'est le hasard qui m'a conduit jusqu'à chez vous ce jour-là, rien d'autre. Je suis
très flatté de me voir gratifié d'une auréole, mais la plupart de ceux que vous rencontrerez vous diront que je ne la mérite pas, loin de là. Je connais votre réputation. Il paraît qu'on vous surnomme le fringant d'Arlington. Comment savez-vous cela? Toutes les élèves à l'école ont entendu parler de vous, surtout celles dont les parents ont des chevaux de course. Le duc ne put s'empêcher de se demander quelles pouvaient bien être les autres histoires que l'on comportait sur son compte. Mes amis m'admiraient et m'enviaient d'avoir un tuteur aussi en vue et aussi distingué, continua Félicia. Aussi, comme je me posais des tas de questions à votre sujet et que je souhaitais toujours en savoir davantage, elles prirent l'habitude d'interroger leurs parents pendant les vacances, et à leur retour, elles me faisaient un rapport détaillé sur vos faits et gestes. Et qu'avez-vous appris de si intéressant? Demanda le duc avec une certaine appréhension. Il avait eu plus d'une aventure en France. Certaines même avaient provoqué des scandales qui avaient fait les délices du tout Paris, et n'avaient pas peu contribué à accréditer sa réputation de viveur. J'ai appris, répondit Félicia, que vous aviez une écurie de chevaux de course grandiose, que vous êtes un véritable sportif, un tireur émérite et très dangereux, surtout quand vous vous battez en duel. Le duc sursauta. Les duels sont interdits. Mais quand il s'agit de laver son honneur, personne ne se préoccupe de la loi, remarqua doucement Félicia avec un sourire entendu. J'étais si heureuse et si fière quand j'ai appris que vous étiez sorti vainqueur de votre duel avec le comte de Versailles. Vous l'avez blessé, mais il n'a eu que ce qu'il méritait. Mais comment diable, allez, Lana, avez-vous entendu parler de cette histoire? Demanda le duc de plus en plus surpris. Son duel avec le comte de Versailles lui avait valu de nombreuses critiques car c'était son insolence et sa légèreté qui l'avaient provoqué. Absent depuis plusieurs jours de chez lui, le comte avait eu la malencontreuse idée de regagner son château plus tôt que prévu et à l'improviste, de sorte qu'il avait surpris le duc dans le propre lit de sa femme. Comme le voulait son honneur blessé, il avait demandé réparation à son rival et dès le lendemain à l'aube, le mari et l'amant s'étaient rencontrés sur le pré, accompagnés de leurs témoins respectifs. Mu par la colère et la peur, le comte avait triché et tiré sans attendre qu'on lui en donne l'autorisation. La balle n'avait fait que transpercer le chapeau du duc, par bonheur, mais ce dernier, déséquilibré, n'avait pu maîtriser la trajectoire de sa propre balle, et son coup avait atteint son adversaire au bras, lui brisant l'humérus. Comble de malchance, le comte avait été pris de fièvre et la gangrène s'était mise dans la plaie, si bien qu'on avait dû l'amputer. Semblable drame était des plus rares, car habituellement, les duellistes expérimentés comme le duc s'arrangeaient toujours pour ne blesser que superficiellement leur adversaire. Les témoins du comte arguèrent que le duc l'avait fait exprès, et ceux du duc que le comte avait triché. Paris fut le théâtre d'une bataille acharnée entre les deux camps, bataille toute verbale bien sûr, qui se termina lorsque le comte fut tout à fait rétabli. Le duc n'étant pas très fier de cet épisode de sa vie, il regrettait que Félicia en eût entendu parler. La nièce du comte de Versailles était pensionnaire au couvent, expliqua Félicia en réponse à la question de son tuteur. Nous savions par elle que son oncle était un affreux bonhomme, et elle comprenait très bien pourquoi sa tante était tombée amoureuse de vous. Gêné du tour que prenait la conversation, bien peu convenable pour une jeune fille, le duc coupa court en concluant plutôt sèchement. Oublions les Versailles et faites-moi part des autres histoires qui circulent sur mon compte. Je suis étonné que la mère supérieure ne fasse pas taire de tels bavardages. Félicia rit. Personne, pas même notre mère, n'aurait pu nous empêcher d'en parler et de nous repaître de ces détails croustillants. Et puis, comment n'aurais-je pas souhaité apprendre à mieux vous connaître? Depuis la mort de maman, vous êtes le seul à m'avoir montré un peu d'affection. Elle avait, en prononçant ces mots, une intonation émue qui mit le duc mal à l'aise. Il était normal qu'il comptât dans la vie de Félicia, se dit-il, pourtant il ne fallait pas que la jeune fille s'attache trop à lui, qu'elle se mette à l'aimer comme tenant de femme l'avait fait avant elle. Il est vrai que mes chevaux ont gagné beaucoup de courses ces derniers temps, assez en tout cas pour alimenter vos conversations, j'imagine, remarqua-t-il. C'était le plus extraordinaire. Quand mes amis voulaient me faire plaisir, elles demandaient à leur père de leur envoyer les articles de journaux décrivant les courses les plus marquantes. Je les ai tous gardés.
Elle ne remarqua pas l'expression de surprise qui a apparu dans les yeux de son interlocuteur et poursuivit. J'ai aussi gardé tous les entrefilets où l'on parlait de vous, mais les histoires les plus intéressantes, ce sont mes amis qui me les ont racontées. Elles les tenaient de leurs parents. Mon Dieu, Félicia, vous m'embarrassez à la fin, s'exclama le duc. Ma vie n'a rien d'exemplaire et ne mérite certes pas qu'on s'y intéresse avec autant de zèle. Heureusement, vous allez bientôt vous retrouver si occupé. Votre vie va être si riche en événements de toutes sortes que vous aurez de quoi remplir des pages et des pages de votre journal et couvrir tout votre album de coupures de presse. Peu importe ma vie, c'est la vôtre qui me captive, et maintenant que je vais vivre auprès de vous, j'ai bien l'intention de constituer un recueil de tous les documents que je pourrai réunir sur vous et sur vos faits et gestes. Comme ça, quand vous serez mort, les générations futures n'ignoreront rien de vous et sauront au contraire quel personnage hors du commun vous avez été. Il existe déjà bien assez de livres sur l'histoire de la famille, dit le duc. Ils encombrent des panneaux entiers de la bibliothèque du château. Il marqua une pause, puis poursuivit. Vous rappelez-vous le château? Pas très bien. Je me souviens seulement qu'il est immense et impressionnant, avec ses donjons, ses tourelles, ses corridors, qui n'en finissent pas, ses enfilades de salons, tous plus somptueux les uns que les autres. Un jour, lors d'une fête de famille, je devais avoir 9 ou 10 ans. Vous avez fait un discours dans la salle de bal, je vous avais trouvé magnifique, et ce cadre fastueux vous convenait parfaitement. Le duc sourit. Eh bien, savez-vous que c'est justement dans ce cadre fastueux que vous allez habiter à partir de maintenant, excepté bien sûr quand vous serez à Londres. Vous séjournez souvent à Londres? Demanda Félicia. Assez souvent. Je suis sûr que vous aimerez la saison londonienne et sa cohorte de bals et de fêtes. Vous vous y amuserez beaucoup, vous verrez. Félicia ne répondit pas et il continua. Mais tout d'abord, occupons-nous d'organiser votre avenir étape par étape. Notre première tâche va être de vous constituer une nouvelle garde-robe. Félicia laissa échapper une exclamation de plaisir. Des jolies robes, à la dernière mode. Bien sûr, vous pouvez difficilement sortir dans le monde en tenue de pensionnaire. Tout en parlant, il jeta un coup d'œil à la robe très simple que portait la jeune fille. C'était bon pour le couvent, mais beaucoup trop sévère pour les salons londoniens. Il remarqua cependant que le bleu de l'étoffe faisait ressortir sa carnation et ses yeux, et que les rubans de même couleur qui ornaient sa capeline rehaussaient sa blondeur. Habillée avec recherche et à la mode du moment, songea le duc, elle ferait sensation. Nous nous trouvons au cœur de tout ce qui se fait de mieux en matière de toilette féminine, reprit-il. Paris me semble l'endroit idéal pour vous procurer une collection de toilettes qui vous attireront l'envie de toutes vos campagnes et de toutes les femmes qui, en ville, ne savent plus où donner de la tête, tant les tentations sont grandes. Félicia rit encore. Je sais, mes amis m'ont raconté que leur mère passait toute la matinée à choisir la robe qu'elles allaient mettre pour la journée et tout l'après-midi à décider de celle qu'elles allaient porter pour le bal, le soir même. Moi, je ne supporterais pas de perdre ainsi tant de précieuses heures. Ah bon? Que ferez-vous donc de vos journées? Demanda le duc d'une voix amusée. J'aimerais les passer à vos côtés. Au couvent, je rêvais que je vous accompagnais dans vos promenades à cheval et que j'assistais aux courses où vous aviez engagé des chevaux. Je voudrais aussi aller admirer des ballets, me rendre au théâtre, quoique ce ne soit peut-être pas la place d'une jeune fille. Elle regardait le duc à travers ses cils pour voir s'il était choqué par ses propos. Il se contenta de sourire. À mon avis, tous ces désirs sont parfaitement réalisables et nous les inclurons dans notre programme, mais vous avez omis de me dire quelque chose de très important. Ah oui? Quoi donc? À qui pensez-vous pour vous escorter lors de toutes ces sorties? Félicia ne répondit pas tout de suite, comme si elle hésitait sur la signification réelle à donner aux paroles du duc. Ne pourrais-je aller aux courses avec vous? Finit-elle par demander. Bien sûr, pour les courses les plus cotées, ma loge est toujours pleine d'invités, répondit le duc d'un ton évasif. Il eut l'impression que Félicia avait failli lui répondre qu'elle préférait être seule avec lui, puis qu'elle s'était ravisée de peur de paraître insistante. Il est normal qu'elle veuille être avec moi pour l'instant, pensa-t-il. Elle ne connaît personne. Dès qu'elle aura quelques amis de son âge, elle me trouvera trop vieux pour elle. Bien que rassuré par cette idée, il ne put s'empêcher de remarquer la lueur d'admiration qui brillait dans les yeux de Félicia lorsque son regard croisait le sien.
Une fois encore, il essaya d'analyser froidement la situation. N'était-il pas logique qu'elle reporte sur lui tous ses espoirs et toute son affection? Ne venait-elle pas de passer de longues années au couvent, sans famille ni amis proches? Était-il si difficile de concevoir que s'il avait occupé toutes ses pensées, c'était parce qu'elle le considérait comme son sauveur, comme celui qui l'avait arraché au despotisme d'un père indigne? Raison de plus, se dit-il, pour agir avec doigté et diplomatie, le cœur d'une jeune fille est une mécanique compliquée et fragile, et il ne voulait pas risquer de la faire souffrir. Quand ils atteignirent les Champs-Élysées et qu'ils s'arrêtèrent devant l'hôtel du duc, Félicia laissa libre cours à son enthousiasme. C'est une merveille, s'exclama-t-elle. Votre demeure est exactement telle que je l'imaginais en secret. En entrant dans le salon, elle tomba en arrêt devant chaque tableau et poussa des cris de ravissement en découvrant le boucher, le farognard et le nain que le duc avait acheté l'année précédente. Je vois que vous appréciez mes tableaux, remarqua-t-il. J'ai étudié ces peintures au Louvre, car je savais que vous possédiez plusieurs de leurs œuvres dans votre château d'Angleterre, et aussi à Rome, dans votre villa. C'est une élève de ma classe, une Italienne, qui me l'a dit. C'est incroyable. Vous êtes mieux renseigné qu'un policier. Ne me dites pas que vous savez aussi quelles peintures sont accrochées sur mes murs. Cela je l'ignore, mais rassurez-vous, je voulais seulement me cultiver un peu en matière de peinture, pour ne pas vous paraître trop ignorante, surtout en ce qui concerne les grands maîtres, répondit simplement Félicia. Le duc remarquait que de nouveau la conversation tournait autour de lui. Il se hâta de changer de sujet. Si vous le permettez, je vais demander à mon secrétaire de convoquer ici les meilleures couturières de la rue de la Paix. Avant qu'elle n'arrive, je pense que nous avons bien mérité une coupe de champagne. Qu'en dites-vous? Lorsque, quelques minutes plus tard, Félicia leva son verre, ses yeux brillaient d'excitation. « C'est la première fois que vous buvez du champagne ?» demanda le duc. « Au couvent, nous ne buvions que de l'eau. À la seule idée de toucher à une goutte d'alcool, les religieuses se pâmaient d'horreur. » Tandis que Félicia parlait, le duc nota 2 fossettes de chaque côté de sa bouche. Cela ajoutait encore à son charme, pensa-t-il. Au repos, son visage était d'une beauté presque immatérielle, mais quand elle riait, une lueur malicieuse éclairait son regard. Ses fossettes se creusaient et elle devenait irrésistible. Elle sera sous peu la coqueluche de Londres, songea-t-il. Félicia approcha son verre de ses lèvres. C'est un grand jour, dit-elle. Ne porte-t-on pas un toast en pareille occasion? C'est ce que font les héros dans les romans que j'ai lus. Vous avez raison. Puisque vous venez de quitter le couvent, je propose que nous buvions en votre honneur. À Félicia, dit-il en levant son verre avec un petit salut à son adresse. À ses premiers pas dans ce monde nouveau pour elle, mais où j'en suis sûr, ses désirs les plus chers se réaliseront sans tarder. Tout en prononçant ces mots, il se reprocha leur nuance romantique, mais n'était-ce pas ce qu'une jeune fille attendait, ce qu'elle aimait? L'émotion qu'il eut dans son regard lui prouvait qu'il avait vu juste. À son tour, Félicia leva son verre, elle planta son regard dans celui du duc. « À Saint-Georges, puisse-t-il continuer à tuer tous les dragons ?» Le duc rit. « Vous me confiez là une lourde tâche, Félicia, mais je vous promets de faire de mon mieux pour vous complaire. » Il s'exprimait d'un ton léger, presque moqueur, parce qu'il s'était rendu compte que la jeune fille avait mis tout son cœur dans son souhait. En annonçant le déjeuner, le duc précisait qu'il avait demandé qu'on les servît de bonne heure, car les couturières n'allaient pas tarder à arriver. « Je crois que le mieux sera de leur acheter les tenues que vous pourrez porter tout de suite avec un minimum de retouches. Nous leur commanderons également plusieurs costumes d'après-midi et des robes du soir dans lesquelles vous subjuguerez d'abord Paris, ensuite Londres. Cela vous plaira? Bien sûr, je ne voudrais pour rien au monde que ma pupille rate son entrée dans le monde. Je vous promets d'essayer d'être à la hauteur. Je tiens par-dessus tout à vous faire honneur, dit Félicia. Mais n'oubliez pas que je n'ai pas quitté le couvent pendant plusieurs années, et que par rapport à mes compagnes qui retournaient chez elles pour les vacances, je vais paraître bien terne, bien ignorante et inexpérimentée. Cela m'étonnerait beaucoup. Si vous écoutez ce qui se dit autour de vous, vous aurez tôt fait de vous mettre au courant et de vous mêler à la conversation. S'il vous plaît, vous m'aiderez? Demanda Félicia. Vous m'empêcherez de faire le moindre faux pas? Comptez sur moi. Et souvenez-vous, Félicia, que vous avez un instinct et qu'il faut vous en servir. La mère supérieure m'a dit que vous étiez très intelligente.
Si vous savez utiliser vos yeux et vos oreilles, vous ne ferez aucun faux pas. Vous ne commettrez aucune maladresse. Vos suggestions sont pleines de sagesse, mais à mon avis, cela ne suffit pas. Avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, c'est bien, mais il manque encore quelque chose. Vraiment. Et de quoi s'agit-il? Il faut aussi comprendre avec son cœur. Le duc leva la tête et la fixa sans rien dire pendant quelques secondes. Peu de femmes de son entourage auraient été capables d'une telle réflexion, songea-t-il. Félicia, il le découvrait à chaque instant, était très différente. Le cœur chez elle tenait une place prédominante. Tout en admirant cet aspect de sa personnalité, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que cette qualité pouvait avoir de dangereux. Il prit le parti de répondre légèrement. Vous avez raison. Le cœur est très important, particulièrement important pour la personne à qui vous le donnerez. J'ai l'impression d'avoir déjà lu cela dans un livre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. À mon avis, on ne peut pas disposer de son cœur à sa guise. Et pourquoi? Parce que si l'on aime quelqu'un, on ne peut pas s'empêcher de lui donner son cœur. La réalité, c'est qu'on n'a aucun pouvoir sur l'amour. Votre cœur vous est ravi avant même que vous ayez compris ce qui vous arrivait. Toute défense est inutile. Elle survient toujours trop tard. Voilà une affirmation intéressante, s'écria le duc. Si j'ai bien saisi votre raisonnement, vous pensez que lorsqu'on tombe amoureux, c'est malgré soi, indépendamment de sa volonté. C'est ce que je crois, oui. Je comparerai volontiers l'amour au soleil levant dont la lumière peu à peu inonde le monde, chassant l'obscurité de la nuit. À vous entendre, on dirait que vous avez déjà été amoureuse. Félicia se hâta de le détromper. Non, bien sûr que non, mais j'ai beaucoup lu sur ce sujet et les élèves de ma classe n'arrêtaient pas d'en parler. Je suis sûr que ce doit être quelque chose de merveilleux, quelque chose qui ne m'arrivera pas. Qui ne vous arrivera pas? Que voulez-vous dire? Je ne me marierai jamais. Le duc s'appuya au dossier de sa chaise et la regarda perplexe. Quelle curieuse déclaration dans la bouche d'une jeune fille. C'est ridicule, voyons. Tout en parlant, il se rappela que Hubert lui avait fait, peu ou prou, la même réflexion, avec une pointe d'agressivité dans la voix. Il reprit. Comment, à votre âge et ne connaissant rien du monde, comment pouvez-vous dire que vous ne vous marierez pas? Il y eut un silence, puis il poursuivit. Je vous ai posé une question, Félicia. Répondez-moi. Vous êtes fâchée à cause de moi? Murmura-t-elle tristement. Je suis désolé, ce n'était vraiment pas mon intention. Je me doutais bien que si je vous disais ce que je pensais, vous ne m'approuveriez pas. Elle marqua une pause, puis continua. Je sais bien que si je ne me marie pas, je représente un poids mort pour vous, une charge même, et cela je ne le veux à aucun prix. Mais maintenant que je viens d'hériter de mon père, c'est différent. Je suis riche, pourrais subvenir à mes propres besoins, je ne vous coûterai pas un sou. Là n'est pas la question, Félicia. Qui vous parle d'argent, ce que je veux que vous m'expliquiez, c'est pourquoi vous dites que vous ne vous marierez pas jamais. Quelle absurdité! Le but essentiel de toute jeune fille n'est-il pas justement de trouver un bon mari? Il y a des femmes qui ne se marient pas, les religieuses par exemple. Nous ne sommes pas en train de parler des religieuses, mais de vous. Et nous parlons de l'amour, Félicia. Si vous êtes une jeune fille normalement constituée et en pleine santé, ce qui m'a l'air d'être le cas, vous rencontrerez un jeune homme, vous vous éprendrez de lui et vous souhaiterez vous marier. Quand j'essayais à l'instant d'expliquer ce qu'était l'amour, dit Félicia, je parlais en général. Je trouvais passionnant de discuter de ce sujet avec vous, d'apprendre ce que vous en pensiez. Mais cela n'avait aucun rapport avec moi, cela n'avait rien de personnel. Si elle était insincère, pensait le duc, cela prouvait une fois de plus qu'elle était très différente des femmes qu'il avait coutume de fréquenter et qui, quel que soit le sujet abordé, le ramenaient immanquablement à elle, surtout quand il s'agissait d'amour. Vous ne répondez toujours pas à ma question, dit-il. Suis-je vraiment donc obligé d'y répondre? Il y avait une note de supplication dans sa voix. Je crois, renchérit le duc, que si vous voulez que je vous aide, il est essentiel que notre amitié soit basée sur une totale franchise. C'est aussi mon avis. Parfait. Maintenant, puisque je vous ai posé une question, j'attends votre réponse. Vous allez penser que je suis ridicule. Si tel est le cas, je vous le dirai, tout comme j'espère bien entendre votre désapprobation si au cours d'une de nos discussions, nos avis divergent. Il y eut un silence,
Puis Félicia reprit la parole. J'ai beaucoup réfléchi à la question, 100 fois, 1000 fois. J'ai retourné le problème dans ma tête et finalement, je suis parvenu à la conclusion suivante. Jamais, à cause de la façon dont mon père m'a traité, je ne pourrais être heureuse avec un homme. Je ne me sentirai jamais détendue auprès d'un homme. J'aurai toujours au fond de moi une sorte d'appréhension incontrôlée. Le duc s'attendait à cette réponse et sa répartie était toute prête. Cette supposition me paraît sans fondement et quelque peu hâtive, dit-il. Vous n'avez aucune expérience des hommes, tous sont différents, vous savez. Et ce n'est pas parce que vous avez eu la malchance et la douleur d'avoir eu à affronter très jeune, en la personne de votre père, la bêtise, l'aveuglement et la méchanceté, que vous devez penser que tous les hommes sont du même acabit. J'en conviens, répliqua Félicia, mais à mon avis, tout comme l'amour, la peur ne se contrôle pas. On l'éprouve ou on ne l'éprouve pas. Il n'y a pas grand-chose à faire pour l'éviter. Pardon de vous contredire une fois de plus, mais je ne suis pas d'accord, dit le duc avec fermeté. La peur est une réaction primitive à une agression, et en tant que telle, elle peut se maîtriser à force de discipline et de volonté. Tandis qu'il parlait, il vit à l'air grave de sa pupille que ses paroles l'impressionnaient. Elle l'écoutait, ses grands yeux fixés sur lui, attentive au moindre mot. Quand un soldat monte au front pour la première fois, poursuivit-il, il a peur d'être blessé ou tué, et sa première réaction à la vue de l'ennemi est de fuir. C'est une réaction naturelle et salutaire aussi, dans bien des cas, mais en l'occurrence, elle doit être disciplinée, contrôlée. Lorsqu'il est parvenu à dominer sa peur, il s'aperçoit que le courage prend le dessus et qu'il anéantit la peur. Je comprends ce que vous dites, répliqua Félicia, et je trouve même cet argument assez convaincant. Mais je sais par expérience que lorsqu'on est envahi par la peur, on se sent faible, sans volonté. On a du mal à respirer, on peut à peine avaler sa salive. C'est un sentiment atroce et incontrôlable. Peut-être n'avez-vous jamais vraiment essayé de la dominer. Aujourd'hui, vous n'êtes plus une enfant, mais une femme. Il faut que vous vous entraîniez à obéir aux ordres, comme le soldat dont je parlais tout à l'heure, des ordres que vous vous donnerez à vous-même et que vous interdiront de céder à la peur. Un soldat n'a pas à se donner des ordres à lui-même, objecta Félicia. Il doit exécuter ceux de ses officiers, ce qui revient à dire qu'il obéit à un ordre qu'il se donne mentalement à lui-même. Félicia se mit à rire. Vous avez réponse à tout. C'est passionnant de discuter avec vous et d'essayer de vous convaincre, de l'emporter avec des mots. Vous éludez le problème, dit le duc. Nous parlions de vous. Ce n'est pas un sujet très intéressant, parlons d'autre chose. Contrairement à Félicia, pensa le duc, la plupart des gens, hommes ou femmes, adoraient être au centre de la conversation. Mais il se rendait compte aussi que la jeune fille cherchait à se dérober. Il reprit donc d'un ton sévère. J'ai fait beaucoup de choses répréhensibles dans ma vie, Félicia, mais jamais on n'a pu m'accuser de lâcheté. Il y eut un silence que Félicia finit par rompre. Il est facile d'être fort et courageux quand on n'est pas tenté d'agir autrement. C'est irréfutable et le duc pensa que sa pupille venait de marquer un point, mais il ne lui ferait pas le plaisir de le reconnaître. On ne peut pas remporter toutes les batailles, l'important c'est de gagner la guerre. Voilà le véritable but, rien d'autre. Et la guerre pour moi ce serait de vaincre ma peur ? Oui, et je vous promets que si vous lui déclarez la guerre, vous en viendrez à bout beaucoup plus facilement que vous ne le croyez. Félicia laissa échapper un profond soupir. Vous voulez des ordres ? Poursuivit-il. Très bien, en voilà un. Efforcez-vous de cultiver votre courage dans toutes les situations, de maîtriser vos réactions de peur face au mariage, à l'amour, aux hommes et à tout ce qui touche de près ou de loin aux relations humaines. Si j'y réussis, cela vous fera-t-il plaisir ? J'en serai très satisfait, car cela prouvera que vous êtes devenue une jeune fille en pleine possession de ses moyens, une jeune fille épanouie et capable d'être heureuse. Il la considéra longuement par-dessus la table, enregistrant la robe informe, la coiffure trop stricte et démodée. Malgré cela, elle était belle, d'une beauté inhabituelle qui, mise en valeur avec art, ferait sensation. Mais avant toute chose, il fallait la débarrasser de son angoisse. Il ne pouvait imaginer un handicap plus lourd pour une jeune et jolie fille que de démarrer dans la vie avec la peur des hommes et du mariage chevillé au corps. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à dominer ses appréhensions. Et nous réussirons, se dit-il,
très sûr de lui. Il se flattait d'être plus psychologue que la plupart de ses amis et de pouvoir, en toutes circonstances, prévoir les réactions d'autrui. Pourtant, il devait bien s'avouer qu'il n'avait jamais rencontré auparavant de femme qui fût effrayée par les hommes au point de ne pas souhaiter se marier. Qu'à cela ne tienne, se dit-il encore, je saurai faire face à cette difficulté nouvelle et quand j'en aurai fini avec Félicia, elle sera guérie de ses phobies et épousera un gentil mari qui l'aimera pour elle-même et non pour son argent. En reposant son regard sur la jeune fille assise en face de lui, il remarqua qu'elle gardait un air soucieux. Il se pencha en avant. « Ne vous inquiétez de rien, Félicia, je me charge de tout. Ayez confiance en moi. Vous savez, n'est-ce pas, que je ne veux que votre bonheur. Soyez sans crainte, quoi qu'il arrive, je ne vous pousserai pas dans vos retranchements, ni ne vous obligerai à rien que nous n'ayons au préalable discuté et décidé ensemble. » La sérénité revint dans les yeux de Félicia et elle déclara d'une petite voix hésitante. « Vous ne me forceriez pas à épouser quelqu'un contre mon gré. » Pendant un instant, le duc s'étonna qu'elle pût poser pareille question. Puis il se rappela qu'il était son tuteur et qu'à ce titre, il avait tout pouvoir sur elle. « Je vous promets, dit-il d'un ton solennel, je vous jure même que je ne vous contraindrai jamais à vous marier contre votre gré. Mais j'aimerais que vous compreniez une chose de votre côté. Le mariage est quelque chose de très important, de capital dans la vie. Un jour, vous rencontrerez un homme dont vous tomberez éperdument amoureuse et la lumière du soleil, tout à coup, illuminera le monde, chassant à jamais l'obscurité. » Il sourit en citant les mots exacts qu'elle avait utilisés un peu plus tôt pour qualifier l'amour, et Félicia lui rendit son sourire. « Jusqu'à ce que je me marie, je pourrai rester avec vous ?» Le duc hésita quelques secondes avant de répondre. « Il y a un autre problème dont nous devons parler. Vous pouvez vivre sous mon toit, sortir, rencontrer des amis, aller dans les bals sans chaperon. Il faut que je vous en trouve un. » Il vit les yeux de Félicia s'agrandir de surprise et se hâta de poursuivre. « Vous pouvez me demander de vous accompagner à toutes les soirées auxquelles vous ne manquerez pas d'être invité. J'ai une vie déjà très remplie. » Il y eut un silence et le duc se dit que sa réponse l'avait déçu. Mais avant qu'il ait pu l'adoucir quelque peu, elle demanda. « Serais-je obligé de me rendre à toutes les soirées ?» Une fois de plus, à sa voix, à l'expression de son regard, il se rendit compte qu'elle avait peur d'avoir à danser avec des hommes, d'avoir à supporter leur proximité. Le duc prit soudain conscience que l'angoisse qui habitait Félicia n'était pas un sentiment dont elle se débarrasserait facilement. Il s'agissait d'une véritable hantise, profondément enracinée en elle, et qui allait, sans doute, leur causer de réelles difficultés. Il choisit de lui répondre avec précaution. « Personnellement, les bals m'ennuient à mourir. Il y a trop de monde, trop de bruit, trop de bavardage superficiel. Mais pourquoi se mettre martel en tête avant de se trouver confronté au problème? Chaque chose en son temps. Félicia, pour l'instant, vous n'avez pas encore reçu une seule invitation. » Félicia sourit. « Vous avez raison, et peut-être n'en recevrai-je jamais aucune. » Elle le regarda fixement par-dessus la table et lui demanda tout de go. « Vous dansez bien ?» Les femmes que j'ai eu l'honneur de tenir dans mes bras n'ont pas eu l'air de se plaindre, répliqua-t-il avec un petit sourire. Elle ne dit rien, mais à son expression, il devina qu'elle se demandait si, un jour, il consentirait à danser avec elle. Bien sûr, dit-il, d'une voix où perçait une pointe de dédain, je ne danse pas avec n'importe qui. J'attends de ma cavalière qu'elle soit gracieuse et légère, et élégante du surcroît. Félicia laissa échapper un soupir. Au même instant, un des serviteurs s'approcha du duc et murmura. « Les couturières sont arrivées, monseigneur. On les a conduites dans la chambre de mademoiselle. » Avec un coup d'œil à Félicia, le duc déclara. « En piste pour la première leçon. » Au sourire qui s'esquissa sur les lèvres de sa pupille, il comprit que, comme toutes les femmes, Félicia était ravie à l'idée d'avoir bientôt de nouvelles robes. Très élégant dans son habit, le duc porta une coupe de champagne à ses lèvres. Il se demandait quelle toilette parmi toutes celles qu'il avait choisies Félicia porterait ce soir. Les couturières avaient apporté un riche assortiment de toilettes, et fort heureusement, étant donné la perfection de la silhouette de la jeune fille, plusieurs lui allaient à merveille. Le duc en avait acheté une vingtaine, puis il en avait commandé d'autres.
choisi sur des gravures et grâce aux échantillons d'étoffes que les deux femmes lui proposaient. Au fil des années, le duc était devenu un expert en matière de mode féminine. Il savait mieux que quiconque ce qui mettait une femme en valeur ou, au contraire, l'enlaidissait. Chaque fois qu'il avait une nouvelle maîtresse, il lui offrait une nouvelle garde-robe, une manière comme une autre de s'assurer que ses tenues seraient à son goût. Dans le cas de sa pupille, ce qui l'amusait, c'était d'avoir à tout lui apprendre, à l'habiller de pied en cap. Lors des essayages, elle ne s'était permis aucune suggestion et n'avait même pas tenté de discuter ses choix. Elle lui faisait une confiance aveugle, se reposant entièrement sur son goût, qu'elle devinait très sûr. Avec aisance et grâce, elle avait passé les différents modèles, les lui avait montrés dans le boudoir, attenant à sa chambre. Elle marchait, virevoltée avec une élégance innée, un naturel qui lui aurait apporté le succès sur une scène de théâtre. Elle avait les mains fines, ses gestes étaient mesurés, pleins de charme, parfaitement justes. Lorsque son couvre-lit eut disparu sous les robes, les tailleurs, les ensembles et les capes, elle n'y tint plus. « Je vous en prie, s'exclama-t-elle, cela suffit. J'ai assez de tenues pour une année entière, et si ça continue, j'ai l'impression que pour les porter toutes, il faudrait que je me change plusieurs fois par jour. » « Mais nous avons à peine commencé, dit le duc en riant. Il va falloir qu'on vous fasse un costume d'Amazone pour monter à cheval, des costumes pour la campagne et pour toutes sortes d'autres occasions. Ils attendront, s'écria-t-elle, ou alors je serai obligée de garder le lit. Vous m'en avez déjà tellement offert que je n'en ai une indigestion. Le duc, cette fois, éclata de rire. Très bien, dit-il, ça ira pour aujourd'hui. Envoyez-moi les couturières, mais gardez la robe que vous avez sur vous. Je l'aime beaucoup. Elle lui sourit et il ne put s'empêcher de penser que toute cette broderie immaculée, travaillée comme seuls savaient le faire les Français, lui allait à ravir. Cela la faisait paraître encore plus jeune, plus charmante. Il avait donné ses directives aux couturières avant de redescendre au salon avec sa pupille. Les portes-fenêtres donnant sur le parc étaient ouvertes et ils avaient marché au hasard des allées sous les frondaisons entre les massifs couverts de fleurs dans l'air doré de cette fin d'après-midi. À ses côtés, Félicia semblait danser. Elle paraissait toute heureuse d'être dehors à l'air libre. « Et maintenant, mademoiselle, il est temps de vous lancer dans le monde, dit soudain le duc. On verra si je surnage ou si je sombre. Chaque fois qu'on lance un nouveau navire, le dilemme est le même. Ce serait trop horrible pour vous si je n'étais pas à la hauteur, déclara-t-elle soudain. Vous n'avez encore jamais essuyé d'échecs dans votre vie. Je suis prêt à parier une somme considérable que vous passerez l'examen haut la main. Félicia lui prit le bras. Supposez un instant que j'échoue, que je trahisse les espoirs que vous mettez en moi. Elle s'exprime d'une toute petite voix. Je vous l'ai déjà dit et vous devez me croire, vous allez gagner. Je suis prêt à prendre tous les paris, et après ça, nous célébrerons votre triomphe. Que préférez-vous, les diamants ou les perles? Les perles? Étant donné votre âge, je pense que les perles seront plus appropriées. Le duc lui parlait comme il l'aurait fait avec n'importe laquelle des femmes de sa connaissance, sachant que ce style de promesse amenait toujours une lueur d'excitation dans leurs yeux et des mots émus sur leurs lèvres. À son grand étonnement, Félicia lui lâcha le bras et s'écarta de lui. Pendant quelques instants, ils marchèrent en silence. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Vous plaisantiez, n'est-ce pas? À quel propos? Quand vous parliez de m'offrir des bijoux. J'étais très sérieux, vous n'en possédez aucun et les femmes raffolent de ce genre de babioles. Mais pour rien au monde, je ne voudrais recevoir un tel présent de vous, dit Félicia très bas, quoique distinctement. Le duc la regarda stupéfait. Et pourquoi donc? Parce que vous en avez déjà distribué beaucoup et que je n'ai pas envie d'être assimilé à celles à qui sont allées vos largesses. Le duc ne répondit rien tout d'abord, puis demanda sèchement. Que savez-vous des cadeaux que j'ai distribués, comme vous dites? Qui vous a raconté ces histoires? Personne en particulier. Ce sont des bruits qui courent. Précisez. Eh bien, il paraît que les femmes qui vous plaisent et qui ont eu des bontés pour vous s'attendent à ce que vous soyez très généreux envers elles. Qu'y a-t-il de répréhensible à cela? Rien, bien sûr. J'imagine mal que vous puissiez faire quelque chose de répréhensible, mais ces femmes, elles, me paraissent bien avides, comme si elles souhaitaient devenir vos amis pour profiter de votre prodigalité.
Elle marqua une pause, puis continua. En ce qui me concerne, c'est moi qui aimerais vous offrir quelque chose pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. Le contraire me semblerait anormal. Bien qu'étonné, le duc comprenait la logique de ce raisonnement. Il s'émerveillait de la façon dont fonctionnait son esprit. En surface, Félicia était une petite personne tout à fait sensée et raisonnable, mais sous les apparences, elle était très sensible et d'une personnalité complexe et totalement désintéressée. Il doutait cependant qu'elle sût exactement de quelle nature étaient les relations qu'il entretenait avec les femmes auxquelles il dispensait ses largesses. Elle était trop jeune et trop inexpérimentée des choses de la vie. Vous m'avez mal compris, Félicia, précisa-t-il. Les perles dont je parlais, c'est votre tuteur qui vous les offre, très officiellement. Au sourire qui illumina de nouveau le petit visage, le duc vit que Félicia n'avait pas pensé à cela sous cet angle, mais elle était rassérénée. Dans ce cas, c'est différent, murmura-t-elle. Mais alors promettez-moi qu'il ne s'agira pas d'un présent trop dispendieux. Il allait la rassurer sur ce sujet quand elle reprit. Quant au cadeau que je voudrais vous faire, j'aimerais que ce soit une surprise. À ce propos, vous ne m'avez pas encore dit de combien d'argent je dispose, ni combien je peux en dépenser. Pour la bonne raison que je ne le sais pas encore exactement moi-même, répondit le duc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez en dépenser beaucoup sans vous ruiner. Félicia laissa échapper un cri de joie. Dans ces conditions, je sais exactement ce que je vais vous offrir. Le duc ouvrit la bouche pour protester qu'il ne voulait pas de cadeau, qu'il avait déjà tout ce qu'il pouvait désirer, mais il se ravisa. Il n'allait pas lui gâcher son plaisir, et puis il devinait que si elle pouvait par là lui exprimer sa gratitude, elle accepterait plus volontiers les présents qu'il comptait lui faire. En tant qu'héritière d'une grosse fortune, elle se devait de porter des bijoux. Déjà le duc en dressait l'inventaire, un collier de perles, un fin bracelet de diamants, une ou deux broches, des étoiles de diamants pour retenir ses cheveux dans les grandes occasions, rehausseraient encore sa beauté. Il se sentait une âme d'impresario, sur le point de faire connaître au public une nouvelle prima donna, et souhaitait que l'apparition de sa protégée fasse sensation. Elle va remporter un triomphe, se dit-il, avec l'assurance d'un homme habitué à gagner sur tous les tableaux et persuadé qu'il avait la situation bien en main.